Et bonjour à tous, c'est Dumbledore pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Et avant de commencer, merci à tous parce que ça fait 2 semaines de suite que les récaps de Dynamite dépassent les 100 vues. C'était jamais arrivé avant et là 2 semaines de suite c'est beaucoup. Donc merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les récaps de Dynamite. C'est un format là qui existe depuis quelques mois maintenant, que j'essaye d'améliorer au fur et à mesure. J'ai essayé de faire un peu plus de montage lors du dernier récap, donc j'espère que ça a plutôt bien fonctionné pour vous. En tout cas, j'ai pas vu de commentaires qui allaient à l'encontre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours. J'y tiens beaucoup à ce que vous puissiez dire, parce que c'est un format qui est encore un peu balbutiant, qui est encore un petit peu dans sa jeunesse, donc n'hésitez pas à dire ce qui peut être amélioré et à faire part de ce que vous voulez ici. Moi, ça me fait toujours plaisir déjà d'avoir des commentaires et puis de lire vos retours. Ça m'aide à améliorer le tout. Donc n'hésitez pas à commenter et à faire tout ça. On va pouvoir démarrer cette semaine. On était au San Jose Civic à San Jose en Californie, devant un petit peu plus de 2400 personnes. Je crois que l'arène était pleine pour le dernier Dynamite avant Révolution. Et on va commencer tout de suite avec Hechicero et Konosuke Takeshita entre Claudio Castagnoli et Jon Moxley. Un match qui démarre avec Hechicero et Claudio qui se font essentiellement du grappling. Il y a l'alchimiste qui sort un peu de toutes les prises de Claudio, qui fait un match assez impressionnant. J'ai trouvé qu'il était bien mis en avant ici. Il y a eu un spot un peu impressionnant quand Hechicero va projeter Castagnoli par-dessus la troisième corde, mais avec la puissance des jambes, un petit peu aidé forcément par Claudio. Mais le spot était très graphique, très joli. Je trouvais ça assez impressionnant. Castagnoli va prendre la victoire pour son équipe avec un high-poke suivi d'un roll-up. Match qui met beaucoup en avant Hechicero et Claudio, tant mieux. C'est bien qu'ils puissent manger un petit peu de ce pain qui est en train de nous concocter Jon Moxley et Takeshita. J'aime bien dans l'ensemble cette rivalité entre Adam Kelly's Family et Death Rider. Je trouve que ça apporte des matchs un peu originaux toutes les semaines. Et surtout, il y a des très bons catcheurs dans les deux clans, donc ça permet quand même d'avoir une jolie variété d'affrontements sur des formats 1 contre 1, sur des formats par équipe. Peut-être le petit truc que je trouve un chouïa dommage dans le lot, c'est que les Death Riders n'ont pas eu beaucoup d'occasions de prendre les titres un peu secondaires du côté de la Don Callis Family. Personne n'est allé chercher le titre TNT, personne n'est allé chercher Okada, il y a les titres trio, bon, ils viennent de les avoir, donc voilà, ça temporise un peu, mais je trouve peut-être un petit peu dommage que les Death Riders n'ont pas plus tenté de choper des chances à des titres du côté de la Don Callis Family, et que c'est un peu à sens unique avec une tentative d'aller chercher le titre CMLL, et Takeshita qui essaye de prendre le titre de Moxley. Ça, c'est peut-être le seul petit point négatif que je pourrais trouver à ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Après le match, Mark Davis et Lance Archer qui vont venir s'en prendre à Claudio et John. Il y a Marina Shafir qui va tenter d'intervenir et il y a Lance Archer qui va lui mettre un tampon. On le voit un petit peu sur l'image là, mais c'était assez impressionnant au moment où c'est arrivé. Elle va se faire sécher complètement voulant tenter le save. Ils vont mettre une chaise dans les mains de Takeshita pour qu'il attaque Moxley, mais Takeshita, il a pas envie, il jette la chaise, il veut gagner contre Mox à la loyale, il veut gagner à Révolution en ayant la conscience tranquille, et il va même demander à Don Callis Family de stopper l'attaque, on se retire, on s'en va, on commence de plus en plus à écrire les dissensions entre Takeshita et la Don Callis Family. On se doute que la fin est pour bientôt, peut-être Révolution, à voir comment ça va tourner, mais très curieux pour le coup de voir comment ça tourne. Moi, si vous me connaissez un petit peu, c'est que Takeshita, c'est pas vraiment mon catcheur préféré, mais je pense qu'il a un truc à aller chercher en tant que gentil. De toute façon, le public réagit à lui comme si c'était un gentil de base. Il fait presque que des actions de gentil. Autant consommer le mariage et le faire tourner babyface, ce serait peut-être le plus intéressant pour les deux parties, je pense. René Paquette avec Willow et Persephone, la nouvelle championne CMLL mondiale après avoir battu Mercedes Moné au dernier Super Viernes, donc un show qui était spécialement consacré aux femmes. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir, le show était très bien. Ça permet de découvrir aussi un petit peu des nouvelles têtes, surtout voilà du côté du Mexique qu'on connaît peut-être un peu moins, comme Zeuxis, la Catalina. C'est des noms un petit peu intéressants à regarder. Il y a eu des match-ups un peu rigolos à suivre. Donc si vous avez le temps et que vous avez l'occasion, n'hésitez pas à voir. Le match entre Mercedes Moné et Persephone est très très bien. Donc ça vaut le coup d'œil. Il y a des liens qui existent pour le voir gratuitement. Et comme d'habitude, si vous avez besoin, n'hésitez pas sur Blue Sky, sur Twitter, vous demandez en message privé. Je saurai vous trouver ça. Elle est backstage avec Willow. Et tout ça pour annoncer un petit que les deux vont s'affronter un petit peu plus tard dans la soirée pour le titre TBS.
Autre segment avec Don Callis qui met Fletcher en condition pour son match contre Mike Bailey un petit peu plus tard dans la soirée. MJF va arriver, il veut faire un petit peu tourner le truc autour de lui en disant bon bah voilà, Mike Bailey s'en est pris à moi, il faut que il se passe quelque chose. Donc j'espère que Don Callis tu vas faire quelque chose, j'espère que Fletcher tu vas mettre une raclée à Mike Bailey. Et Fletcher, bon, lui se mettre un petit peu au service de Don Callis et la Don Callis Family, pourquoi pas. Se mettre au service d'MJF, il en a pas trop envie. Donc il va un peu l'envoyer chier, il va même un peu dire à Don Callis, j'espère que on lui rend pas service à lui, j'espère qu'on fait des trucs pour nous. Et Don Callis il répond sans trop répondre. On sent que voilà, il touche peut-être un petit peu de bifton dans l'affaire. Et on va acheter tout de suite justement avec ce match entre Kyle Fletcher et Mike Bailey, un excellent match pour le titre TNT. C'est un très joli match où Mike Bailey va prendre l'avantage sur le début de la rencontre et même quasiment toute la rencontre au final. Moi Mike Bailey je trouve super impressionnant, c'est sur sa précision avec dans la plupart du temps sur les genoux, sur ses sauts et sur ses coups de genoux. À chaque fois j'ai l'impression qu'il tombe toujours pile au bon endroit pour rendre le move impactant et sans être dangereux pour l'adversaire. Je trouve très impressionnant. Alors parfois ça donne ce côté un petit peu trop propre, justement ce côté où t'as l'impression qu'il fait pas si mal que ça. C'est peut-être le petit reproche que je peux lui faire, mais c'est vraiment pour pinailler, histoire de pinailler, parce que on est quand même sur un catcheur qui peut faire énormément de choses de son corps. C'est vraiment cool d'avoir un mec comme ça qui peut te mettre en avant n'importe qui et tu sens qu'il peut accomplir quasiment tous les rôles dans ta carte. Donc ouais, Mike Bailey, c'est un catcheur que j'aime beaucoup sur Dynamite et qui est un catcheur très utile à AEW. Et d'ailleurs, notamment un peu plus tard dans le match, sur un cross-screw plancha, tout en évitant Fletcher qui voulait lui mettre un coup d'épaule, un petit coup de tampon, mais qui va glisser entre la deuxième et la troisième corde en dehors du ring. Et du coup, Mike Bailey va réagir en sautant sur la troisième corde et faire un cross-screw plancha. Le move est dingue. Et donc Fletcher, il va réussir à se dégager in extremis après d'un enchaînement Poison Rana depuis la troisième corde, suivi d'un roundhouse kick en plein dans la tempe. Il y a même cette espèce de tentative de tomber là que vous pouvez voir à l'écran, moi que j'aime beaucoup, où Bailey il retient les bras de Fletcher en croix avec ses mains et il va poser ses jambes sur les cuisses pour maintenir une pression. Je trouve que c'est quelque chose de très bien qui est fait trop rarement dans la plupart des matchs de catch, c'est de montrer des tombées où on a l'impression que le type il a envie de gagner. Alors souvent beaucoup de personnes n'ont pas envie de prendre certains tombés parce qu'ils ont l'air ridicules, mais quand c'est des tombés comme ça, on ressent vraiment qu'il y a une envie de gagner, qu'il y a une technique dans le tombé et qu'il y a vraiment une chance de gagner. Au final, Fletcher va se gager vraiment à la dernière seconde, mais c'était assez impressionnant. Dans la foulée, Kazuchika Okada va faire diversion auprès de l'arbitre avec un tournevis en main. Mark Davis, lui, va arriver de l'autre côté pour donner la ceinture TNT à Fletcher, qui va réussir à mettre un coup dans le visage de Bailey, suivi du Brainbuster pour le compte de 3. Fletcher va conserver une défense de heel. Là, on sent que Fletcher, à un moment, il y avait un petit doute du est-ce que Kyle Fletcher, il va passer du côté des gentils avec Takeshita, mais il a complètement embrassé le côté méchant de la Don Callis Family. Il est plus proche aujourd'hui d'Okada que de Takeshita. Et ça me déplaît pas, je pense que Fletcher, il a encore un bon chemin à parcourir en tant que méchant avant de devenir babyface. C'est cool ce qu'il propose. C'est un match où il a beaucoup subi. Au final, c'est un match où Mike Bailey a été énormément mis en avant. Ça a été beaucoup le cas de Kevin Knight ces dernières semaines. Peut-être un petit peu le tour de Mike Bailey, d'avoir un petit ce mini push, de pouvoir se montrer un petit peu en solo. Il avait déjà eu des belles confrontations avec Kenny Omega et Kazuchika Okada dans un triple threat. Il avait déjà eu des petits hauts assez sympas, donc j'espère que c'est un petit début pour lui de quelque chose. En tout cas, je trouve que le traitement autour de Mike Bailey et Kevin Knight est plutôt intéressant. Et comme je disais, je pense que ça va peut-être un peu plus les libérer de les avoir débarrassés du titre trio. Donc ouais, je trouve ça plutôt intéressant. On enchaîne assez rapidement avec Brody King qui va juste tuer un catcheur local du nom de Jaya Jewel, catcheur de West Coast Pro Wrestling. Alors moi que je connais pas particulièrement, je sais que je l'ai vu parce que j'ai noté un de ses matchs sur Cage Match chez Marvelous l'année dernière, mais j'ai pas un énorme souvenir du match, donc ça fait pas dû me marquer. Et il a même eu un match au Korakuen Hall avec Marvelous, donc voilà, pour votre information si jamais. Brody King va faire un petit tour d'honneur en trash talkant Swerve, et il se fait attaquer par Swerve en fait, qui était caché dans le public. Swerve va ramener Brody au milieu du ring pour l'étrangler avec la chaîne, mais ce dernier va réussir à se relever, il va même briser la chaîne à main nue. Spot assez impressionnant, c'était rigolo à voir, puis on insiste vraiment sur la force brute de Brody King. Voilà, on essaye de jouer sur le côté dangereux. Les deux sont pas dangereux de la même manière. T'as d'un côté Brody King qui est juste une force de la nature et Swerve qui est juste un espèce
de vicelard dangereux qui est prêt à tout pour réussir à ce qu'il veut. Cette fois-ci, voilà, Brody King va choke out Swerve jusqu'à l'arrivée de Prince Nana, qui permet à Strickland de s'enfuir, mais Strickland qui cette fois repart perdant cette semaine avant l'affrontement à Révolution. Toujours pas de stipulation annoncée, je pense qu'il n'y en aura pas, peut-être pour un épisode 2, mais ouais, je pense que ça finira par venir. Il y en aura besoin à un moment. René Paquette, avec Maybe, ouais, il dit qu'il a échoué à prendre le titre TNT, il tease le match trio à Révolution avec Mystico. Content de voir Mystico à Révolution, c'est un petit ajout un peu random, mais bon, je suis toujours content de voir Mystico, c'est un des meilleurs catcheurs de la planète aujourd'hui. C'est un top 3 facile et un top 1 discutable. C'est peut-être le meilleur catcheur c'est peut-être le meilleur catcheur masculin de la planète sur l'année 2025. Donc ouais, allons-y, en Mystico. Ça me fait plaisir, et puis voilà, ça peut teaser un petit peu. On enchaîne avec Gabe Kidd et David Finlay contre Orange Cassidy et Darby Allin. Premier match chez Elite Wrestling pour David Finlay, qui a officiellement rejoint les Dogs. D'ailleurs, il y a eu le graphique, j'en parlais un petit peu les semaines précédentes, mais on a eu le graphique avec Clark Connors et Gabe Kidd qui rejoignent officiellement Elite Wrestling. Donc voilà, New Japan Ichiban. David Finlay qui rejoint officiellement les Dogs, probablement des racines lilloises, j'imagine. Match essentiellement pour mettre en avant David Finlay et le présenter un petit peu aux yeux du public de Elite Wrestling. Le match est assez sympa, mais il n'a pas grand chose à raconter en dehors de ça, jusqu'à ce que Clark Connors, s'il arrive derrière Orange Cassidy pour l'attaquer avec une clé en main depuis le public. Et il permet au Dog de prendre la victoire via un dominateur de Finlay suivi du Piledriver de Kidd sur Darby pour le compte de 3. Après le match, les trois hommes vont s'en prendre à Orange Cassidy au stade Pierre-Mauroy, jusqu'à l'arrivée de Roderick Strong réclamé par David Finlay. Ils vont le présenter à Roderick qui va saisir Cassidy en position pour un backbreaker, mais il va se retourner contre les Dogs et va prendre le dessus par surprise et avec l'aide de Darby Allin. Donc Darby qui va arriver avec son skateboard pour mettre un petit coup dans le dos, je crois que c'est Clark Connors à ce moment-là. Et voilà, Roddy et Darby qui vont se débarrasser de tout le monde et Roddy qui va tendre la main à Orange Cassidy et qui voilà, a l'air d'être enfin prêt à conglomérer. C'était pas trop tôt, on l'attendait depuis longtemps. On est content de voir Roderick Strong finalement tranché du côté des gentils. Il y a peut-être un truc à aller chercher à ce niveau-là. Et on enchaîne avec un autre match entre Willow et Perséphone pour le titre TBS. Un match assez sympa. Il va surtout se composer en début de match dans un concours de force entre les deux femmes. Le match va devenir un petit peu plus aérien en seconde partie avec notamment un joli springboard moonsault de la part de Perséphone, qui est quand même très très fluide sur un ring. Elle est impressionnante de facilité à ce niveau-là. Et après être monté sur le coin, Perséphone va réussir à mettre Willow en position pour sa crucifix powerbomb, mais Willow va glisser derrière et réussir un roll-up pour le compte de 3. Victoire un petit peu volée pour Willow, mais c'est pour un match un peu d'exhibition contre une catcheuse qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les écrans de Elite Wrestling, donc comme toujours, dans ce genre de cas, moi j'aime bien, c'est des affiches qu'on n'aurait pas l'habitude de voir habituellement, c'est une bonne manière de finir là-dessus, moi j'aime bien. Assez vite après, on va avoir un segment backstage avec Willow et Harley Cameron, qui rappelle voilà, qu'elle a défendu son titre TBS contre Nina Samuels lors du show Eve, un petit peu plus tôt la semaine dernière, et que voilà, elle est prête à défendre ses titres par équipe, elle est prête à défendre les titres TBS, et d'ailleurs elle va même défier Lena Cross au Zero Hour de Révolution, et on a appris après coup, parce qu'elle n'en parle pas dans ce segment-là, mais que ce sera pour le titre TBS. Et donc ça a été officialisé un petit peu plus tard dans la soirée. Mark Briscoe et les Young Bucks contre FTR et Tommaso Ciampa. Un match qui est assez sympa et plutôt bien rythmé entre les deux équipes. On utilise les affrontements à venir pour Révolution en gros et ça part assez vite dans tous les sens. La team des méchants avec presque pas de cheveux qui finit par prendre la victoire via le jeu de Tommaso Ciampa. Je parle pas énormément du match parce que c'est un énorme spot fest. Il y a pas beaucoup de structure dans ce match-là. C'est agréable à regarder. C'est un match cool, ça part dans tous les sens. Le match ne raconte pas grand chose en lui-même, mais si vous voulez le regarder, ça se regarde très bien. C'est assez court en plus, donc c'est bien rythmé. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil au match si vous l'avez pas vu. Ça se regarde très bien, juste il raconte pas grand chose, c'est du teasing pour Evolution et pas grand chose de plus. Après le match, Ciampa va poursuivre l'assaut sur Briscoe et il va réussir à le faire passer au travers de 2 chaises dans un coin avec son shoulder pen drive. Je sais pas si c'est un write-off pour Briscoe. En même temps, il a beaucoup pris l'écran ces derniers temps, donc c'est peut-être une bonne idée aussi de peut-être le mettre de côté et d'établir un peu Tommaso Ciampa jusqu'à un futur retour de Briscoe. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et donc, normalement le show aurait dû se terminer là, mais au final, il y avait un dernier segment post-show avec la conférence de presse entre Adam Page et MJF. Alors moi, j'aime vraiment pas ce genre de fausse conférence, c'est un peu convenu. Je trouve que c'est un peu long, je trouve que c'est pas très intéressant, les questions, bon bah voilà, elles arrivent, c'est des questions qui sont un peu posées dans les clous, tout est préparé, donc on reprend un petit peu ce qui s'est dit les dernières semaines, pas grand chose de très original et pas grand chose de très intéressant qui se dit, en tout cas, mais ça se termine
évidemment en bagarre et ça a été déjà un peu plus intéressant. Anapage, il va même réussir à placer son Deadeye après s'être débarrassé de la sécurité pour sortir une table avec du barbelé. Mais voilà, MJF, il va réussir à s'enfuir quand il va voir le danger arriver. Et le show va se terminer là-dessus sur la fuite du MJF. C'est pas le match qui me hype le plus de Révolution. Je suis un peu curieux de voir vos retours pour Révolution, ce qui vous, si ça vous donne envie de regarder le pay-per-view. J'ai toujours ce côté avec All Elite où je suis un peu perplexe parce que je trouve que les pay-per-view sont toujours très bien. Je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder les pay-per-view en eux-mêmes, mais j'ai toujours un petit peu ce problème de, je trouve leur construction assez difficile. J'ai du mal à être hypé par la construction en elle-même et à me dire, ah là, on m'a vraiment monté la sauce pour ce match-là que j'ai vraiment envie de voir. Au final, quand la cloche sonne et que les matchs commencent, je suis content parce que c'est des bons matchs de catch. Et au final, c'est probablement le plus important. Mais j'ai un peu de mal avec cette construction alors que les shows sont bons et j'ai toujours un peu ce côté où c'est dommage, je trouve que les perros sont peut-être un peu moins bien construits, manque peut-être un petit peu d'emphase, de quelque chose de vraiment intéressant. Surtout que voilà, Tampage MJF, c'est quelque chose qu'on a déjà eu souvent. Et puis j'ai l'impression que en regardant par exemple simplement ce show-là ou celui de la semaine dernière, j'ai l'impression que de pas être au courant de ce qu'est la moitié de la carte de Révolution au final. Je sais pas si ça vous fait à peu près ce même effet. Peut-être que c'est moi qui pinaille beaucoup. C'est pas impossible non plus. Mais ouais, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, histoire de voir si je suis seul dans mon cas. C'est pas impossible non plus. En tout cas, c'est tout pour ce récap de Dynamite. C'était Dumble G pour Squash FM et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap. Merci à tous. À la prochaine. Salut.